Bonsoir Axel Kahn. Bonsoir. Vous êtes généticien, ancien membre du comité national d'éthique. On va revenir avec vous sur cette première mondiale qui a effaré la communauté scientifique, la naissance de bébés OGM, des petites filles, des jumelles génétiquement modifiées par un chercheur chinois. D'abord Axel Kahn, votre réaction, est-ce que ce chercheur a en quelque sorte franchi une ligne rouge selon vous? En tout cas, il a franchi deux interdits. Premièrement, une expérimentation sur l'homme, une création de petites filles génétiquement modifiées, alors qu'il n'y avait pas assez de travaux antérieurs pour en démontrer l'innocuité. Donc ça, c'est une faute incontestable. Nulle part dans le monde on n'aurait autorisé une telle manipulation. Et par ailleurs, il s'agit, dans la finalité de cette expérience, de la première création d'un humain augmenté. Augmenté entre guillemets. Mais c'est le fantasme du transhumanisme. Ce fameux fantasme de l'amélioration de notre espèce. Du transhumanisme, des transhumains. Alors, on va rappeler très concrètement, Axel Kahn, ce que ce scientifique chinois affirme avoir fait, parce que par ailleurs, il n'a pas encore publié de travaux scientifiques sur cette expérience. Alors, il dit qu'il a génétiquement modifié des embryons, c'est ça, de jumelles d'un papa séropositif. Il a fait de l'édition de précision. Alors tout d'abord, le papa séropositif, c'est de la poudre aux yeux. Parce qu'aujourd'hui, parfois, il y a des hommes qui sont séropositifs, qui ont des enfants. On fait simplement, ne le seront jamais. Qui ne seront pas atteints du sida. On fait une fécondation in vitro. C'est-à-dire on lave les spermatozoïdes et on fait une fécondation in vitro et il n'y a aucun problème. Et donc les petites filles ne risquaient d'être infectées par ce père séropositif que s'il les violait. C'est tout de même pas quelque chose de banal. Que je vous rappelle que le sida, il est sexuellement transmissible. Et donc ces petites filles, par rapport à leur père, ne risquaient rien. Absolument rien. Oui. Et donc, il a fait cette expérience alors que ces petites filles, dans l'immédiate, et autant qu'on sache dans les mois, années qui viennent, ne couraient aucun risque particulier. Il a voulu, pour l'avenir, modifier un lignage en créant des êtres humains, soi-disant résistants à l'infection par le sida. Et c'est en cela qu'il s'agit sans doute d'une date importante. Et que c'est probablement grave parce qu'on ne sait pas non plus sur sa descendance quels effets ça pourra avoir. Alors juste, on revient avec vous pour bien comprendre et expliquer comment ça fonctionne. On appelle ça de l'édition de précision. Voilà, l'édition de précision, cette manipulation génétique. Alors, c'est un nom barbare, hein, cette technique. On appelle ça CRISPR-Cas9. C'est l'outil qui s'appelle CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 ou la technique des ciseaux génétiques. On comprend un peu mieux comment ça fonctionne. On va peut-être regarder, puis vous allez pouvoir commenter ce qu'on voit à l'écran. Donc, on représente l'ADN, voilà, comme un système de double hélice. Ouais. Voilà, double hélice. Et ce CRISPR-Cas9, cette technique-là de manipulation génétique, va permettre, comme un coup de ciseau, c'est ça, de couper le Mais c'est pas ça qui est original. Le gène défaillant. C'est pas ça qui est original. Ça, on sait le faire depuis 20 ou 30 ans. Ah bon? Ce qui est original, c'est que, en même temps, dans CRISPR-Cas9, il y a deux parties. Il y a, d'une part, Cas9, qui est une nucléase, une enzyme qui coupe, un ciseau ADN. Et puis, il y a CRISPR, qui est une séquence qui permet de couper exactement où on veut. Exactement le gène qu'on veut enlever, par exemple. Voilà, les quelques lettres que l'on veut. Et quand on parle d'édition de précision, c'est que cela permet d'éditer le texte de l'ADN, comme on édite un texte, comme on corrige quelques fautes d'orthographe. C'est cela qui est original. D'accord, c'est très 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 précis. Alors justement, cette technique, elle est assez peu, elle est récente, hein. Oui, mais elle est très 2012, elle est très répandue. Mais alors justement, cette question d'ailleurs du fait qu'elle soit très répandue, est-ce qu'il y a un risque qu'elle se retrouve dans entre n'importe quelle main? Elle est entre n'importe quelle main, si vous voulez, déjà le cas. Dans la mesure où tous les laboratoires de génétique moléculaire aujourd'hui utilisent cet outil qui est un outil de la boîte à outils classique. D'accord. Il y a des centaines, peut-être des milliers de laboratoires qui utilisent ce système parce qu'il est pas cher, facile à utiliser, extrêmement efficace. Vous savez, le rêve des généticiens, depuis qu'ils font des manipulations génétiques, du génie génétique, c'est de pouvoir modifier l'ADN à volonté, comme ils le veulent, exactement, comme une précisément. Baguette magique. Pas comme une baguette magique, mais en réécrivant le texte, en faisant de l'édition. Et là, c'est le premier outil qui permet de faire de l'édition des gènes. Alors, la communauté scientifique internationale, qui était stupéfaite par cette annonce, a qualifié le chercheur chinois de dangereux apprenti sorcier. La presse l'a qualifié de Frankenstein chinois. Lui semble assez peu conscient de la portée de son acte. En tout cas, on peut l'écouter. Hier, lors du sommet du génome humain, c'était à Hong Kong, il a l'air plutôt content de lui. And also for this specific case, I feel proud actually. I feel
proudest because the Mark thought that he lost the hope for the life. If it's my baby may have the same situation, I would try it first. Bon, voilà, il se dit fier d'avoir aidé ses petites filles. Oui, mais là, simplement, c'est un mensonge, je vous l'ai dit. Un papa séropositif peut avoir des enfants qui ne sont pas contaminés par le virus du sida. Donc ça, c'est un mensonge. En réalité, cet homme, ce qu'il a voulu faire, sans doute, c'est laisser son nom dans la postérité comme étant le premier à avoir fait naître un être humain génétiquement modifié, non pas pour guérir une maladie du tout, mais pour conférer un avantage, c'est l'ouverture, l'entrée dans ce temps de l'eugénisme positif. L'eugénisme, c'est vouloir améliorer la teneur génétique, la composition génétique des êtres. C'est ce qu'il a voulu faire. Jadis, on l'a fait de manière négative, c'est-à-dire en tuant, entre guillemets, les êtres considérés comme de qualité insuffisante. C'est l'eugénisme nazi, par exemple. Et là, il y a un eugénisme qui se veut positif. On sait le gène qui est bon, mais voyez-vous, là où c'est absurde, c'est qu'il va inactiver un récepteur, c'est-à-dire une molécule qui est à la surface des cellules et qui est utilisée par le virus du sida pour entrer dans les cellules. Mais évidemment, cette molécule, elle n'a pas été fabriquée par l'évolution pour faire entrer le virus du sida. Il l'a utilisée comme ça. Elle doit servir à quelque chose puisqu'elle est là. Elle a un rôle. Et là, elle disparaît. Voilà. Et là, il l'inactive. Il l'inactive. Et ça, honnêtement, personne ne sait quelles sont les conséquences à long terme de cette disparition. Que dit la loi ? Est-ce qu'on a le droit de faire ce genre d'expérience ? Non, mais en Europe, non. De toute façon, il y a une convention internationale, une convention européenne d'Oviedo, je crois, qui indique que les scientifiques s'engagent à ne pas modifier le génome des embryons. Alors, en revanche, il y a des tests qui sont faits et des expériences qui sont faites sur les animaux. J'avais vu des vaches génétiquement modifiées pour qu'elles n'aient pas de cornes et qu'elles ne se fassent pas mal entre elles. Voilà, on en voit une à l'écran. Il y a eu aussi des lévriers augmentés. On parlait d'êtres humains augmentés. Voilà, on voit un lévrier qui devient une sorte de pitbull ensuite. Ça, en revanche, ça permet de faire avancer la science. Bon, disons que la zootechnie consiste à faire des animaux qui sont adaptés à l'usage commercial qu'on en fait, il faut reconnaître. Et aujourd'hui, après avoir fait de la sélection sous toutes les formes, toutes les coutures, il y a depuis quelque temps la tentative de faire des modifications génétiques et on commence effectivement à utiliser l'édition de précision des génomes animaux pour faire apparaître un trait qui est avantageux pour les éleveurs. Pour l'animal, c'est moins sûr, mais qui est avantageux pour les éleveurs. Oui, alors justement, on parle d'avantages pour les éleveurs. Peut-être que pour les êtres humains, est-ce qu'il y a des situations où ce serait acceptable de génétiquement modifier un état, je pense, à des maladies graves, au cancer. La thérapie génique germinale, qui consisterait à guérir une maladie génétique au niveau de l'embryon de manière à ce que le bébé qui naîtra soit sain, ne soit pas malade, et en plus qu'il ne transmette pas la maladie. Ça, pourquoi pas ? Mais ça n'a pas beaucoup d'indications parce que dans quelles conditions on pourrait faire ça ? Il y a des parents qui peuvent avoir un enfant malade, donc on fait de la fécondation in vitro, on a plusieurs embryons et on commence à faire un diagnostic préimplantatoire. On regarde les embryons normaux et les embryons malades. Et une fois qu'on a fait ça, le plus simple, c'est de jeter les embryons malades pour ne mettre dans le ventre de la future maman que les sains. Et donc, dans l'indication d'une maladie génétique, cette édition de précision n'a pratiquement aucune indication. Et dès que les équipes, il y a 2 équipes qui ont rapporté des expériences dans ce sens-là, j'ai averti toute la communauté mondiale. Je leur ai dit, attention, il ne faut pas nous prendre pour des andouilles quand même. En réalité, cette technique n'a qu'un seul intérêt, entre guillemets, ce serait effectivement de faire, selon vos fantasmes, l'homme augmenté. Eh bien, nous verrons ça. Et nous suivrons ça, évidemment, de très près. Merci, Axel Kahn. Merci d'être venu sur notre plateau. Généticien et président du comité d'éthique commun de l'INRA, du CIRAD et de l'IFREMER. C'est pour ça que je connais bien les animaux. Eh bien, voilà, exactement. Merci d'être venu ce soir sur notre plateau. Tout de suite, C'est dans l'air avec Caroline Roux. Une émission consacrée au ras-le-bol fiscal d'une partie de la population. À quoi servent les impôts et les taxes ? Des réponses tout de suite dans C'est dans l'air.